Quand on s'est dit, ok, on se permet de rêver grand pour le voyage, eh bien, le monde est à nous. Alors maintenant, il va falloir faire des choix. Quel pays? Est-ce qu'on fait qu'un continent? Est-ce qu'on fait 5 continents ou autre? Et c'est clair que quand on a cette ouverture de tous les possibles en face de nous, ça peut être compliqué de prendre des décisions. Cette notion d'environnement, si tu restes dans l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, qui t'empêche de réaliser tes rêves, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui ont réussi, que ce soit sur le même rêve que tu as ou alors un autre rêve, là tu pourras réussir. Alors moi c'est Manon, j'ai 28 ans, je viens de Lille et j'ai travaillé pendant 6 ans chez Leroy Merlin et maintenant je suis complètement libre sur un nouveau chemin qui me correspond à 300%. Exactement. Belle introduction. Un peu de suspense en même temps. Ouais, suspense, on garde pour la suite. Moi c'est Frédéric, je viens de l'île Maurice, j'ai 24 ans. Et j'ai fait des études à Poitiers, un service civique à La Rochelle. Et ça fait justement 1 an et demi que j'ai rencontré Manon et ensemble on a construit de beaux projets sur lesquels on surfe. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Exact. D'ailleurs, je me souviens, c'est bien qu'on parle de ça. Je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à une soirée. Et tu nous disais, ouais, j'ai croisé ma copine, ouais, et puis ça marche vraiment bien, on va partir ensemble, on va lancer un projet et tout, comment ça se passe avec toi? Tu peux détailler tout ça, comment ça s'est passé? Ouais, alors, cette soirée, c'était à la Guinguette, non? C'est possible. À la Guinguette. Et c'était à la fin du service civique en avril, en mai. Et donc, on était en plein dans la création de notre projet. Manon et moi, on s'est rencontrés en mars 2017. Et à une conférence de Pierre Rabhi. Voilà. Vive les conférences écologiques. Voilà. Et ça a tout de suite bien accroché et on s'est dit, allez. On est tombé amoureux, faut le dire, coup de foudre si on à Bordeaux. Coup de foudre à Bordeaux et on va faire notre part et sous quelle forme on va se lancer, on ne savait pas trop. On a passé des heures et des heures à réfléchir au projet et à mettre sur papier quels sont nos rêves, nos peurs, nos ambitions et comment partir justement pour s'ouvrir à l'esprit parce qu'on n'y connaissait pas trop par rapport au sujet qu'on avait mis sur le papier, c'était ce qui revenait éducation, écologie. Ouais. Donc 2 grandes thématiques. Et ensuite, donc on s'est dit, allez, sous quelle forme ça va se manifester. Et on a créé notre association donc, en juin, donc 3 mois après notre rencontre, et pour partir en septembre autour du monde. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est ça que vous avez dit? Ouais, on s'est dit, vu qu'en plus on s'est rencontrés dans des circonstances très particulières avec une belle énergie de colibri, faire la part du colibri. Donc je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. Est-ce qu'on la rappelle ou... Vas-y, vous pouvez la rappeler. Oui. Allez, vas-y Manon. Donc la petite légende du colibri, une légende amérindienne où il y a un feu dans une forêt. Donc pour simplifier, il y a donc tous les animaux qui s'enfuient de cette forêt, sauf un petit colibri qui décide de prendre son temps et son courage pour prendre une petite goutte par petite goutte et la mettre sur le feu pour essayer de l'éteindre tout seul. Mais un de ses amis lui dit « Mais colibri, tu n'es pas fou, tu vas pas réussir à éteindre le feu comme ça tout seul ». Et il répond « Oui, je sais, mais au moins moi je fais ma part ». Donc nous, cette légende du colibri nous a beaucoup inspiré. C'est une légende qui est tenue par le mouvement Colibri qui a organisé l'événement à Bordeaux lors duquel on s'est rencontrés. Et on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne ferait pas aussi notre petite part de colibri? Si chacun fait sa part dans le monde, on peut réussir à aller vers un monde plus durable. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on sent qu'on est sur les mêmes valeurs. Pourquoi on ne créerait pas, nous, un projet pour faire notre part du colibri? Et on en vient du coup, votre projet? Créatitude. Voilà, Créatitude, association qui a pour objectif de contribuer à l'éveil des consciences écologiques des enfants et des parents à travers le monde. Donc très très large. On
on a donc décidé de partir à la découverte des initiatives écologiques afin de les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et vraiment tout type de projet, que ce soit des associations, des écoles, des lieux touristiques, des fondations, des entrepreneurs. Vraiment pour nous apprendre davantage sur ce qui se faisait et pour le partager autour de nous et montrer qu'il y a des gens qui font des trucs qui marchent et qu'on peut s'inspirer de ces personnes pour faire la même chose ou pour aller vers ces personnes pour développer davantage leurs projets. Et ça a été rendu possible notamment grâce à un partenariat qu'on a fait avec Leroy Merlin, plus spécifiquement le groupe ADO, qui a été notre principal sponsor. Il nous a financé 40% du voyage. En échange, on était un peu des consultants pour eux, à 40% de notre temps durant cette année de voyage. Et ça nous a permis de créer des événements de sensibilisation des enfants, de collaborateurs ou de clients de Leroy Merlin, au Brésil, en France, au Portugal, en Espagne et en Italie. Donc en plus des projets écologiques qu'on découvrait et qu'on mettait en avant sur les réseaux sociaux, on a pu faire 8 événements durant le voyage. Et puis on était un peu les petites têtes chercheuses pour leur permettre d'avoir des nouvelles idées innovantes pour développer leur côté beaucoup plus responsable de leur entreprise. Ramener des petites pépites qu'on trouvait et pour pouvoir mieux les intégrer dans l'entreprise ensuite. Donc ce partenariat avec ADO a duré 1 an. On est content de du partenariat qui a été réalisé et c'était intéressant d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise et un pied vraiment dans le monde autre, alternatif. On s'est plongé dans différentes communautés, que ce soit en Inde, en Espagne ou au Costa Rica, et de se dire qu'on est en même temps raccroché à une grosse multinationale. Donc pour nous d'avoir vraiment ces deux côtés. Intéressant et challenging en même temps. Voilà, il y avait un petit côté challenging par rapport à ça. Mais oui, justement, souvent les gens ils n'osent pas créer leur projet à cause de la notion d'argent. On vous a financé une partie et l'autre partie, comment vous avez fait pour surmonter ça en fait? Ouais, alors ça c'était 40% grâce à notre sponsor ADO. Ensuite on a eu 20% d'apport personnel par rapport à nos économies et 40 autres % de campagne de crowdfunding où on demandait donc un total de 25 000 €, très ambitieux. On en a récolté 10 000 sur l'année. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme et on remercie une fois de plus tous ceux qui ont contribué. Et au final, on a terminé notre année, la plus belle année de notre vie. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Et vraiment tout juste en se serrant la ceinture. Donc on a réussi à trouver le modèle qui nous a permis de faire ce tour, de lancer. Donc d'après nous, il y a au moins 3 types de possibilités financières. Donc la première, c'est comment nous, si on souhaite s'engager pleinement pour une aventure qui nous passionne, comment on est prêt à mettre nos investissements personnels, comment on est prêt à mettre les quelques euros qu'on a réussi à mettre de côté avant, parce que nous on a vraiment mis toutes nos économies dedans. Ensuite, ne pas hésiter à aller taper aux portes. Nous, c'est sûr, comme j'ai travaillé avant chez Leroy Merlin, ça a été facilité de pouvoir entrer dans l'entreprise et taper aux portes de la direction. Par contre, j'ai énormément d'amis autour de moi qui ont réussi à se faire financer des projets qui valaient la peine parce qu'ils avaient un bon dossier de sponsoring et ils avaient vraiment cette motivation. Et quand on est face à des directeurs qui ont des budgets, qui peuvent allouer pour soutenir des projets internes ou alors des projets externes, associatifs ou autres, s'ils voient en face d'eux une personne déterminée à 300%, il y a vraiment de fortes chances qu'ils puissent avoir des financements d'entreprise. Et enfin, donc, campagne de financement participatif. Aujourd'hui, il y a énormément de sites internet. Donc nous, on était sur Hello Asso, étant donné qu'on avait créé une association. Donc là, c'est vraiment spécifique pour les assos. Mais après, il y a Litchi ou autres plateformes qui permettent de lancer des demandes de financement pour des projets perso ou des projets start-up, futures start-up ou autres. Vous avez eu peur de vous lancer à un moment
Vous êtes allé comme ça. Est-ce qu'on avait peur? Non, je croyais qu'on était vraiment sur cette vague d'amour et d'émerveillement et de bonheur au final qui fait le fait d'être tous les deux, d'être dans cette euphorie, on s'est dit, non, Tout est possible. Ouais, tout est possible, on va rêver et on va faire en sorte que ça se réalise. Mm. Et c'est vraiment, on a testé et c'est approuvé vraiment ce pouvoir de l'intention. À quel point, à partir d'un moment où tu vibres à une certaine fréquence, tout s'aligne pour que ça se réalise. On va dire qu'à partir à partir du moment où l'intention est bonne et qu'elle est pure, ouais. Ouais, ça te parle. Voilà. Donc la peur, nous, on l'a pas ressentie, mais par contre, on l'a ressentie autour de nous, où nos proches étaient les premiers à nous dire mais vous ne vous connaissez même pas, vous allez partir ensemble, faire un projet qui paraît un peu fou. Mais nous, on était tellement portés par cette envie de faire quelque chose de positif et avec ce soutien mutuel que on a réussi quand même à continuer d'avancer et prouver à aujourd'hui qu'on a fait le bon choix. Pour la petite anecdote, ma plus longue relation avant Manon, c'était 3 mois. Donc après 3 semaines, on s'est dit allez, on se lance pour 1 an ensemble. Et voilà, c'est quelque chose qui s'explique pas vraiment. Faire confiance aussi, faire confiance à la vie, et faire confiance à son cœur. Et c'est vrai que parfois il y avait des petites périodes où la tête revenait et dit mais ça va pas, t'es en train de complètement t'emballer. Mais c'est tellement génial quoi. Et de faire confiance et de se lancer. Et de voir que ça marche en plus. Et de voir que ça marche, c'est ça le plus beau, ouais. Mais justement, est-ce que vous avez des moments forts à nous faire partager? Est-ce que vous avez vécu? Est-ce qu'on a des moments forts? Oui. Ouais. Alors, le premier qui me vient en tête, c'est en termes de rencontre. Donc, c'est notre rencontre avec Carola. Donc, Carola, une jeune entrepreneuse qu'on a rencontrée au fin fond du désert d'Atacama au Chili. On ne trouvait pas de projet, donc on était les plus heureux du monde d'avoir enfin un contact d'une personne qui potentiellement faisait des choses positives pour la planète. Et on a fait une vidéo sur elle où elle nous explique qu'elle a réussi à sortir de la cocaïne grâce à une thérapie très particulière où elle récupère les sacs plastiques qu'elle trouve dans la nature, elle les coud et elle les transforme en sacs à main. Et là, grâce à ça, en fait, elle-même, elle se considérait comme un déchet de la société. Et comme maintenant, elle a réussi à transformer les déchets de la nature, les déchets qu'elle retrouve dans la nature en plastique, en beaux objets, ça lui a permis de reprendre confiance en elle et aussi de sortir de la cocaïne. Donc nous, ça, c'était l'histoire qui nous a le plus marqué du voyage. La plus belle rencontre. La plus belle rencontre. Après, on a eu un vrai coup de cœur pour le Costa Rica. Tout petit pays et très avancé sur ces questions écologiques. On a passé 15 jours là-bas avec donc vraiment une nature splendide autour de nous et aussi une communauté. On a fait une expérience pendant 1 semaine dans une communauté, une retraite autour de la permaculture, du chamanisme et du yoga, donc très intense, sur la plage avec les cocotiers, les perroquets, le surf, des planches de surf à disposition, enfin un cadre assez idyllique. Et des gens aussi très engagés sur tout ce qui touchait au développement personnel et spirituel, avec des rituels aussi donc autour du chamanisme, etc. Enfin, on s'est senti vraiment en décalage par rapport à ce monde, mais les valeurs que promues là-bas nous ont vraiment touchés. On s'est dit waouh, il y a quelque chose qu'ils ont et qu'on n'a pas et qu'on a envie d'avoir. Vraiment retour à l'essentiel. Ouais. Comment on se reconnecte avec la nature et comment la nature nous permet aussi de nous reconnecter à nous-mêmes. Une certaine forme de sobriété heureuse au final, où on n'avait pas grand-chose, enfin tout était ouvert, là, le climat le permet, mais c'est que tu te couchais, on se couchait vers 10h, on se levait en même temps que le soleil, et donc vraiment une réharmonisation avec la nature et ouais, cette notion d'harmonie, quoi, de bonheur. De bonheur. Ouais. Comment vous avez fait pour créer des contacts sur place du coup? On essayait, quand on a réfléchi à notre projet de voyage,
D'abord, on a réfléchi à quels étaient les projets qu'on souhaitait absolument voir. Donc, par exemple, on savait qu'il y avait la Green School à Bali. Pour nous, c'était un des projets incontournables du voyage. Ce qui voulait dire qu'on irait ensuite à Bali. Enfin, qu'on serait dans tous les cas à Bali et qu'on verrait d'autres projets. Donc on essayait, dans les 12 pays qui étaient d'abord prévus, on en a fait 14 finalement, mais dans les 12 pays prévus, on essayait d'avoir au moins un projet pour lequel on sera en contact avant d'arriver. Donc par exemple, avec la Green School à Bali, on a fait les démarches de contact au moins un mois avant, ce qui a permis de les rencontrer. Et ensuite, c'est sur place qu'ils nous ont conseillé d'autres projets à rencontrer, vu qu'on voit à quel point c'est le bouche-à-oreille, le réseau qui marche le mieux. Donc voilà, c'était vraiment, en moyenne, on va un mois dans un pays, on a au moins une semaine sur le mois de prévu avec un projet qui nous tient à cœur. Et le reste, c'est grâce aux contacts qu'on se fait directement là-bas, dans le projet qu'on a rencontré. Et sur place, vous faisiez comment pour vous loger? C'était quoi? C'était chez l'habitant, des Airbnb? Alors, on avait différentes formules. On a fait du Airbnb, on a fait pas mal d'échanges de services également, où on était logé dans des lieux touristiques, par exemple. En échange, et écologique. Et en échange, on réalisait une vidéo de promotion ou un reportage photo sur le lieu. Donc là, c'était vraiment proposer nos services et dire voilà ce qu'on vous propose, est-ce que ça vous dirait en retour nous offrir quelques nuits. Et ça a bien marché. Sur l'année, on a, je pense, plus de 6 semaines, on a été logés et nourris grâce à ce système. On a fait un peu de couchsurfing, on a fait un peu de workaway, on a fait aussi des nuits sur la plage, des nuits à la Belle à Étoile, Belle Étoile, ouais. dans les Ça, forêts. c'était sur la fin, ça, quand il n'y avait plus trop d'argent, on était content. On Et choisissait. en fait, c'était les meilleures nuits qu'on a passées. Ouais. On préférait se dire allez, on va bien manger ce soir et on va pas payer de logement. C'était super. Ouais, on a passé de bons moments et c'est aussi cette capacité, enfin ce qu'on a apprécié, c'est cette capacité de pouvoir s'adapter, peu importe l'environnement et peu importe les imprévus, il y a toujours une solution en fait. Avoir une petite tente au cas où est Nous, toujours. on avait notre tente. On savait que peu importe le soir, on pouvait dormir quelque part au pire. Parce qu'il faisait Mais pas même tout le temps beau. au final, même sans la tente, on peut taper à la porte de l'habitant. Qu'on n'a pas fait directement, qu'on n'a pas tapé, on n'a pas dit s'il vous plaît une petite nuit. Nous, on sentait que, comme on était deux et que on était à 100% motivés, on était très investis pour le boulot de l'asso. Quand on pouvait, on préférait prendre un petit hôtel ou un petit Airbnb pour nous retrouver et nous reposer et dormir, plutôt que d'être encore à la rencontre de personnes, parce qu'on avait besoin aussi de s'isoler pour travailler. Il y a toujours des solutions, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a toujours des solutions. Tout à fait. Ouais, franchement, avec les nouvelles technologies, moi en plus qui était super organisée, en mode au moins une semaine à l'avant, je veux savoir où je vais dormir, etc. Durant la semaine. Là maintenant, j'ai réussi à lâcher prise, à me dire ce soir, on ne sait pas où on dort, c'est pas grave. Il est déjà 18h, pas grave. On sait que on a un super téléphone qui permet d'avoir Booking ou Airbnb ou autre. Et hop, on trouve Avec un logement. Des réservations à la dernière minute. Enfin, ça beaucoup moins permet de cher. rester ouvert aux imprévus et de prendre ce qui vient. Et du coup, ça t'emmène dans des aventures que tu n'aurais jamais imaginées. Donc, avec c'est vrai les que nouvelles là, les technologies- technologies aident beaucoup pour ce genre de voyage où tu t'ouvres à l'imprévu, on va dire. Parce que tu sais que tu as ça en sécurité. C'est pas complètement le... Ouais, sans téléphone, ça serait différent. Je pense. Ouais. Enfin, pour nous, Mhm. on savait que c'était une sécurité d'avoir un téléphone avec Internet. Que ce soit pour Google Maps, c'était aussi notre meilleur ami durant tout le voyage. On va à tel endroit, super, Google Maps, nickel, il le trouve et à 99% du temps, il marche. Voilà. Est-ce que vous avez eu des moments de galère ou pas? Très peu. On a réfléchi pas mal et on se dit sur un an, on a eu quasiment aucune galère. La plus grosse, entre guillemets, c'est qu'on a été bloqué au Brésil, à l'aéroport du Brésil, pour aller au Costa Rica, parce qu'on n'avait pas le vaccin contre la fièvre jaune. Donc il y avait une épidémie et ils nous ont dit sans le vaccin, vous ne pouvez pas prendre l'avion pour le Costa Rica.
Et là, c'était un peu la désillusion, surtout qu'on voulait vraiment aller au Costa Rica. Mais voilà, on a trouvé une solution. On est parti, on a fait 30 heures de bus direction l'Uruguay. Et de l'Uruguay, on a pu prendre l'avion 6 jours plus tard pour aller au Costa Rica. C'était notre plus grosse galère. Bah ouais. Et comme vous voyez, c'est rien de très grave. Non, mais on avait pensé à d'autres choses, c'était quoi? On s'est pris la tête, nous deux, peut-être 3 fois. Ça a duré 15 minutes. Ouais, ça c'est fou. Donc ça, on est... C'est marrant parce que souvent les gens nous disent bon, c'est bien tout ce que vous faites, mais ça doit pas non plus être facile d'être tout le temps ensemble. Tous les jours comme tout ça, le temps, 24 heures sur 24. Bah si, ça va. Ouais. Non, je pense qu'on a une bonne complicité, Une bonne communication entre nous, et ce qui permet de désamorcer toute tension, avant qu'elle ne se transforme en conflit. Oh, c'est beau. C'est beau ça, hein? Waouh, je vais la noter. Et vous faites comment pour gérer vos conflits du coup? La bonne communication. Alors, la com, on part des concepts de la communication non violente. Donc on s'est inventé notre petit truc ensemble, le OSBD. Donc en gros, OSBD dans la communication non violente veut dire observation, besoin, demande. Sentiment, besoin. Observation, sentiment, OSB, besoin, D, demande. Voilà. Observation, sentiment, besoin, demande. Et on l'a transformé en petit mot de complicité où c'est t'es en mode OSBD là? Ouais, ok. Donc si on voit que l'autre est en mode OSBD, ça veut dire que l'autre, on voit qu'il a besoin d'être seul et qu'il faut pas parler. Ça fait que chacun, on va prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, le temps qu'il faut. Et ensuite, quand on revient, la personne qui était en mode OSBD, donc en mode potentiel conflit, va revenir, mais va communiquer de manière non violente sur ce principe-là. Ce qui fait qu'on va jamais se renvoyer la balle, on va jamais être dans la critique de l'autre. Ah ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, c'est moi, je prends du recul, mon sentiment, il s'est passé ça, j'ai tel sentiment, j'ai tel besoin, donc comment on fait pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment une technique pour nous qui était très importante. Ouais, cette notion de ne pas mettre la faute sur l'autre, en fait. Toujours voir qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi je l'ai ressenti, essayer de creuser un petit peu. Et au final, jamais on est en train de dire mais c'est toi, tu as fait ça et c'est toi qui dois changer. Je pense qu'on était toujours dans cette notion de travailler sur soi, voir comment on peut progresser et s'améliorer. Et sur les 3 techniques, donc ça c'est la première. Deuxième, c'est les 3 C. Donc communication, complicité, confiance. Voilà, donc c'est nos 3 piliers. Un petit triptyque comme ça. Voilà, comme ça, qui sont arrivés vraiment au bout d'une semaine ensemble. Voilà, c'est ça, en gros. Ouais. Tout ça pour le couple. Et on a rajouté la 4e dimension qui ne commence pas par un C, mais qui est pour nous aussi essentiel, qui est l'humour. Ah oui. Ouais. L'humour, parce que s'il n'y a pas d'humour, franchement, c'est un peu... prendre tout ça avec légèreté, parce que ce sont des sujets quand même assez sérieux et profonds. Et nous, on sent qu'il faut, pour que ce soit agréable à vivre, il faut rajouter cette touche d'humour. Et cool, quoi. Ouais. Hein, on va pas... Et enfin, la 3e technique pour nous, c'est la gratitude. C'est comment chaque jour, on prend ce temps pour soi et aussi à deux pour se dire pourquoi on est reconnaissant. Et pour nous, c'est un outil qui est vraiment magique et qui nous fait beaucoup de bien à nous-mêmes personnellement, mais aussi au couple, parce qu'on prend le temps de remercier l'autre pour des petites choses qui nous semblent au fond normales et qu'on oublie que non, ce n'est pas normal d'avoir une personne qui est disponible, à l'écoute, qui a la capacité de rigoler, etc. Donc ça, la gratitude est pour nous aussi un super moyen de faire qu'on n'a pas de galère, quoi. Ouais. Et que grâce à la gratitude, on se sent dans l'abondance, justement. On dit merci pour tout les petites choses qui nous entourent et on se dit mais on a quand même plein de choses. On n'est pas à la recherche tout le temps de toujours mieux, de toujours combler un certain manque. Et donc pourquoi vouloir se prendre la tête si tu sens que t'as pas de manque, en fait.
que vous faites des listes, c'est ça? Alors, gratitude, c'est à l'oral. Le matin, avant de passer à table, le soir, avant de se coucher. Avant de dormir. Ouais. Des fois, on l'écrit. On a eu des périodes comme ça durant le voyage où on écrivait je suis reconnaissant pour, et là, on écrivait chacun de notre côté. Mais ensuite, là, c'est vraiment plutôt un rituel oral qu'on a ensemble. Et ouais, prendre le temps de remercier à chaque fois la nourriture, de prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir manger, et de pouvoir prendre une douche chaude. D'avoir un toit, enfin des petits trucs. Hein. Peut-être dans un pays en guerre, par exemple. Ouais, vraiment, cette notion de sécurité aussi, de pouvoir voyager librement, enfin, les technologies. Plusieurs fois, on disait merci Google. Ouais. Même si des fois, justement, on a ce côté, il faut favoriser les plus petits, et les Lilo et Ecosia, etc. On voyait que là, Google était plus performant par rapport à nos besoins. Et voilà, malgré tout ce qu'on peut dire, merci Google, quoi, parce que ça facilite grandement la vie. Et voilà. Je change de sujet, mais Vas-y. ça fait quoi d'avoir fait un TEDx? On est encore dans cette euphorie. Ça fait quoi d'avoir fait un TEDx? TEDx de La Rochelle, 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Ouais, alors TEDx, TEDx sont des conférences qui durent entre, on va dire, 15 et 18 minutes, où on passe sur un petit rond rouge, et l'objectif est de partager des idées qui valent la peine d'être partagées. Voilà. Entre 10 et 18 minutes par personne. Et sur tout type de sujet. Donc, on était hier une quinzaine de speakers à passer entre 15h et 20h sur tout type de sujets. Hommes, femmes, petits ou grands. Voilà. Autour de l'écologie, autour de l'éducation, autour de la violence, autour de la maladie, mais tous ces sujets avaient comme point commun le futur, et comment est-ce qu'on arrive à créer un futur plus durable, plus harmonieux. Et donc c'est un format, on va dire, très, très spectacle, où le but est de passer un message qui est bien travaillé en avance. Nous, ça fait 2 mois qu'on travaille à fond sur notre message, où le but est de faire voyager le public et de délivrer au public à la fin on va dire un takeaway, comme on appelle dans le langage TEDx, pour qu'il puisse repartir avec un outil concret à la maison. Donc les conférences s'enchaînent au fur et à mesure, et c'est des coups de projecteur sur différents sujets. Et donc ça crée une belle aventure pour le public et une belle aventure pour nos speakers, d'être entourés de personnes aussi qui font des trucs incroyables. Vous êtes reparti avec quoi hier? Avec la patate, l'énergie, le fait de se dire... L'espoir, cette notion d'espoir est beaucoup ressortie de nombreuses conférences. Que ce soit espoir suite à une maladie, espoir suite au décès d'une personne proche, etc. Et nous, on voit à quel point la France notamment a besoin de beaucoup d'espoir, parce qu'on est dans cette morosité, dans cette notion de... Ouais, on voit toutes les choses qui ne se passent pas bien, les problèmes, et comment on réussit à sortir de ces problèmes pour se dire « Ah, en fait, je peux peut-être respirer, je peux prendre peut-être de l'air ailleurs pour retrouver un peu d'espoir dans notre futur et dans le futur de nos enfants. » Donc pour nous, on était déjà sur cette vague positive. Ça nous a juste rassurés de voir qu'on n'était pas les seuls. On le savait. Oui, on le savait, c'est vrai. Ouais. Mais en France notamment. Et de voir aussi des personnes, enfin c'est pas, comme on le disait, c'est pas forcément sur des sujets seulement écologiques, mais je trouvais que c'était très beau de voir la force qui habite chaque humain pour rebondir après n'importe quel type de problématique. Et parce qu'il y en a vraiment qui sont relevés de situations qui pouvaient paraître très insurmontables. difficile à surmonter.
Donc cette notion d'espoir. Ouais, reparti aussi avec une bonne dose de confiance en soi. Mhm. Le fait de voilà d'être passé devant 800 personnes, même si le TEDx est reconnu comme étant un public, le public TEDx est reconnu comme étant plutôt cool et enthousiaste à l'écoute et il y a pas de questions à la fin, on va pas te cuisiner, voilà. Il n'y a même pas de challenge, compétition, non, c'est C'est tout le pas monde t'es à sa place. sélectionné ou pas, Ouais. t'es pas The Voice ou quoi que ce soit. C'est vraiment le plaisir de partager un Il n'y a message. rien à vendre, c'est ça que j'aime bien dans les trucs. Comment Il n'y a rien à vendre en fait. Il n'y a rien à Ouais. vendre, voilà. C'est juste Ouais. du partage. Et là, d'être sur scène, vraiment dans les conditions, enfin, on a été pris en charge comme des professionnels et c'était notre premier passage sur scène où on a pris plaisir et de se dire, ben, on est nous, on ne joue pas spécialement, enfin, on avait préparé, tout était bien calé, mais on sentait que notre speech était vraiment authentique et aligné par rapport à qui on est, nos valeurs, ce qu'on veut transmettre, et de se dire qu'on a eu beaucoup de retours positifs, et donc ça fait vraiment plaisir et de se dire qu'on peut être vraiment pleinement nous-mêmes. Et apporter notre énergie. Comment on fait pour se dire on a cette chance d'avoir notre énergie, notre joie de vivre toujours présente, et comment on peut aider, accompagner les personnes pour qu'elles retrouvent aussi cette joie de vivre qui est cette petite flamme au fond d'eux, qui est toujours présente. Et mais qu'on a tous, ouais. Mais aider à faire que cette flamme, elle grandisse pour qu'ils puissent eux aussi réaliser leurs rêves et se faire plaisir tout en faisant du bien à la planète. Et comme on a l'habitude de dire, c'est qu'on a tous des idées à partager. Et donc, à tous ceux qui vont nous écouter, vraiment, renseignez-vous sur les TEDx autour de chez vous. Et il y en a dans toutes les villes en France. Mais envoyez votre candidature. Envoyez votre candidature ou assister à un TEDx, ça permet d'ouvrir des portes et de se dire « Ah ouais, il y a ça qui est possible, ah ouais, ça aussi est possible » et de rentrer en contact avec des personnes qui ont un message qui vous touche particulièrement parce que il faut sortir justement de cette foule qui pense qui sont alimentées, on va dire, par des nouvelles qui n'incitent pas spécialement à prendre sa vie en main, je dirais. Sortir du cadre, c'est ça. Sortir du cadre, voilà. Oui, sortons du cadre. Ça fait tellement du bien de ne plus être dans un moule. Ouais. Est-ce que vous vous sentez un peu en décalage par rapport aux autres, aux gens qui vous entourent ou aux gens en général? On va dire que ça dépend où on va. Ouais. En gros, là, quand on revient dans le monde qu'on a toujours connu, oui, parce qu'on voit à quel point on a découvert des nouveaux sujets et des sujets vraiment alternatifs et que nos compréhensions ne sont pas forcément partagées ou comprises par notre entourage. Mais à l'inverse, on voit aussi que via ces nouveaux mouvements alternatifs, ces communautés, éco-villages, etc., là on se sent pleinement compris et on a l'impression de se dire non, on n'était pas seul en fait. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un vrai mouvement qui est là au niveau mondial. Je crois que c'est l'un des grands défis lorsqu'on sort du cadre, c'est d'arriver à trouver sa place au final, et parce que forcément le cadre lui-même va naturellement attirer, nous réattirer pour qu'on re-rentre dedans. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à s'entourer de cette communauté, de gens qui pensent de la même manière, sans pour autant fermer la porte. Fermer la porte au reste. C'est comment est-ce qu'on reste aussi dans cette notion d'ouverture, de bienveillance, de non-jugement par rapport à tout ce qui nous entoure, mais progresser sur notre voie, sur cette voie d'ouverture des consciences, je dirais, à des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas spécialement autour de nous. Mais donc il y a des petits challenges, mais c'est à nous de voir comment est-ce qu'on voit ça comme des exercices pour s'améliorer, pour pouvoir être bien où qu'on aille, à n'importe quel moment. Sans jugement, juste en acceptant la situation telle qu'elle est et en disant ok, je fais face à cette situation aujourd'hui, comment je vais grandir de cette situation pour continuer sans cesse d'évoluer sur le chemin qu'on souhaite. Quand on écoute votre histoire, on a l'impression que c'était facile à faire, mais est-ce que c'était facile finalement?
Mais quoi, mais Est-ce que c'était C'est facile? facile. J'ai envie de dire oui, hein. Genre, Bah ouais. ouais. Ah, c'est vrai que J'ai envie de dire oui, mais on peut pas promettre que ce sera facile pour tout le monde. Parce qu'on a vu quand même beaucoup de personnes autour de nous, qui se lancent qui sortent du cadre et où c'est très compliqué. Parce que tu as des hauts et des bas, tu te perds parce que tu n'as plus de repères, justement. Mais là, non, notre chance, c'est qu'on est deux et que du coup, on arrive à créer notre petit univers et re-rentrer, on va dire, aller dans des endroits qui nous nourrissent et puis re-rentrer peut-être un peu dans le cadre et partager nos messages et en même temps apprendre de ces nouveaux challenges. mais après, c'est là où les communautés interviennent. Donc, quand on rencontre des communautés qui partagent nos valeurs, ça aide de voir qu'on n'est pas seul. Et Ça peut aussi bien être des communautés en ligne que des communautés physiques. Mhm. On pense là au mouvement qui est en train de se mettre en place sur Internet. Il est encore temps. Et ce mouvement, pour nous, est en train de prendre une grande ampleur. Et c'est génial. Et là, n'importe qui peut rejoindre ce mouvement et se dire « Waouh, je ne suis pas seul. Je veux sortir du cadre, mais je ne suis pas seul. » Ça peut faciliter aussi les choses. Donc ça évite les difficultés et je pense que les critiques et les remarques de l'entourage, il y en aura toujours. Et il faut apprendre à les accepter et à les écouter et à dire d'accord, c'est ton point de vue, moi j'ai le mien et on se respecte. Ouais. Voilà. C'est encore la communication non violente. Exactement. c'est Exactement. Est-ce que rapidement vous pensez que vous êtes rencontrés par hasard? Est-ce qu'on s'est rencontrés par hasard? Non, bien sûr que non. Le hasard n'existe pas, Voilà. hein, je dirais. On est convaincus que le hasard n'existe pas et que tout arrive dans la vie pour une raison. Et pour nous, on avait fait ce travail de développement personnel avant notre rencontre, qui a permis, nous on parle de cette notion d'énergie, et qui nous a permis d'être sur un niveau de vibration tel que l'autre était sur le même niveau, qui fait que l'univers a souhaité qu'on se rencontre à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune raison qu'on se rencontre. Moi de Lille, toi de l'île Maurice. Rencontre à Bordeaux, alors qu'on n'habitait pas On n'habitait pas à Bordeaux. à Bordeaux. Et Voilà, rien ne nous prédestinait à nous qu'à rencontrer. 3 secondes près, on se serait jamais rencontrés. Si par exemple, tu t'étais pas trompé de route pour arriver à la conférence. Voilà, exactement. Je suis allé à la conférence en vélo, je me suis trompé de route 3 fois, j'ai eu des feux rouges, des trucs. C'est-à-dire que tous ces éléments-là auraient pu changer au final le cours de ma vie. Ouais. Et se dire que c'est comme ça pour tout. Et Donc non, pas de hasard. Il fallait qu'on se rencontre. Et là, on en est vraiment conscient à quel point l'univers a tout mis sur notre route pour que ça se passe. Et plus on y croit, et plus ça se passe, et plus ça se passe, plus on y croit, et ça crée ce cercle vertueux. On peut penser l'inverse et avoir raison aussi. En fait. Comment? On peut penser l'inverse et avoir raison. Si on se dit il n'y a pas eu de hasard et tout. Ouais, exactement. C'est choisir aussi sa réalité, en fait, ce qui Ouais. fait sens pour toi, et à partir du moment où ça te permet d'avancer, ça te permet d'être plus heureux, et que ça ne crée pas de tort à ta propre personne, aux autres et à la nature autour de toi, vas-y. Le respect de tout et Ouais, juste... croyons ce qu'on a envie de croire et ça se réalisera. Voilà. Ah, c'est beau. Et justement, comment vous faites vous deux pour prendre des décisions? Comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions? On parle beaucoup. Tout le temps. Ouais. Et les décisions, on les prend en fonction de nos aspirations personnelles. Un moyen une bonne technique qu'on utilise, c'est cette notion de se fixer nos rêves et de se dire ok, donc voilà le rêve, et on le décompose en étapes, et comment est-ce qu'on arrive à faire un pas après l'autre, et qu'au final tu arrives à ton rêve et tu te dis ah ouais, le rêve s'est réalisé en fait. Et comment on réfléchit individuellement sur nos rêves personnels et qu'on se dise ok, c'est bien, on a chacun notre individualité et qu'est-ce qu'on a en commun,
il y a tel rêve, super, et sur tel rêve commun, quelle décision on va prendre pour avancer. Et là, c'est vraiment la communication et comment on va se poser les bonnes questions pour être sûr que la décision qu'on prendra ensemble sera dans le respect de chacun et on n'est jamais dans cette notion de faire de compromis. Enfin, c'est souvent quelque chose qui ressort dans un couple. Ouais, c'est comme ça, il faut faire des compromis dans la vie. Nous, on a cette chance, si on peut dire ça, qu'on ne doit pas faire de compromis. À chaque fois, les décisions qu'on a prises sont des décisions partagées et ça permet d'en être là aujourd'hui. Parce que si c'était l'un ou l'autre qui avait emmené l'autre personne dans cette aventure de voyage folle d'1 an, par exemple, je ne pense pas que ça aurait aussi bien une marché, frustration. Ouais. Il y aurait une frustration. Ça serait ressorti à un moment donné, ah ouais, mais de toute façon, c'est à cause de toi, c'est toi qui avais eu l'idée d'aller à tel endroit. Non, toutes les décisions sont communes. Voilà. T'es d'accord? D'accord, approuvé. C'est quoi la vraie liberté pour vous? La vraie liberté de pensée, de parole, d'action. C'est-à-dire Ouais, c'est le sentiment de savoir qu'on peut être, faire et avoir ce qu'on veut. S'il faut que ce soit court. Je pense que c'est bien parce que voilà, il y a 3 mots, tu vois, être, faire et avoir. Mais être la personne qu'on souhaite être, peu importe les circonstances, avoir ce que l'on rêve d'avoir et se donner les moyens d'y arriver. Et faire tout ce qui nous fait plaisir. Ouais. Donc ça peut être jouer de la musique, ça peut être faire du dessin, ou autre. Faire des conférences. Faire des conférences TEDx. Comment toutes nos actions sont en cohérence avec nous-mêmes. Et après ce plaisir de se dire on n'a plus de vacances, on n'a plus de travail. On est tout le temps en mode on fait tout le temps. Ça c'est vrai que c'est de la liberté. Hein? On ne sait pas quel jour on est. Ouais. Ça c'est aussi un signe de vraie liberté. Ouais, c'est clair. Bah là, on est dimanche et on peut croire qu'on bosse en fait. Ouais. C'est ça. Et ça nous fait plaisir. C'est clair. Ouais. Donc ouais, il y a plus cette barrière et pourtant c'est quelque chose qu'on, dans la société d'aujourd'hui, on essaye de remettre en place. Attention, là, les nouvelles technologies empiètent sur la vie privée. On va mettre des pare-feux qui vont faire que les employés ne vont plus regarder leurs mails chez eux pour empêcher que ça empiète. Non, pour nous, c'est si tu bosses sur même, enfin, on n'utilise même plus ce mot, quoi. Si tu passes ton temps sur des sujets qui te passionnent, peu importe le temps que tu vas passer, parce que tu sais que ça t'enrichit. Donc comme ça t'enrichit, ben, tu te dis pourquoi je vais y passer qu'1 heure. Enfin, je m'en fous, ça me fait du bien. Et tant mieux, et en plus, ça peut apporter de la valeur autour de toi. Donc liberté de ne plus savoir quel jour on est, quelle heure il est, de pouvoir bosser de n'importe où. Je pense que par rapport à ça, il y a un point important qui est une certaine connaissance de soi grâce au développement personnel qui permet de mieux s'écouter. Du coup, ne pas se griller dans cette liberté, ne pas, on va dire, avoir 25 000 idées qui font qu'au final, tu es en burn-out parce que tu avais toute ta liberté, ou comment est-ce que tu te dis là, c'est mon sommeil qui prime, mais c'est pas regarder, je sais pas, faire des recherches. Faire des recherches et, entre guillemets, travailler. Ouais, sinon on pourrait y passer vraiment notre vie quand on est sur un sujet qui passionne. On a tellement été habitué à avoir aussi un cadre avec l'entreprise de 9h, 5h que dès que tu tires ce cadre et tu es dans la liberté, voilà, tu peux bosser, rien ne t'empêche de bosser jusqu'à 4h du matin. Mais si tu n'as pas aussi ce côté connaissance de soi et discipline... Le respect de soi, faut pas s'oublier. Ouais. C'est peut-être un peu écarté du sujet, mais... Non, c'est votre podcast, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Non, mais voilà, par rapport à cette notion de liberté, je pense que c'est important de bien se connaître, parce que c'est possible de s'y perdre dans la liberté. Ouais. Parce qu'au début, c'était le cas pour nous. Quand on s'est dit, ok, on se permet de rêver grand pour le voyage, eh bien, le monde est à nous. Alors maintenant, il va falloir faire des choix. Quel pays? Est-ce qu'on fait qu'un continent? Est-ce qu'on fait 5 continents ou autre? Et c'est clair que quand on a cette ouverture de tous les possibles en face de nous, ça peut être compliqué de prendre des décisions. Et comment on a ce côté structuration présent et sans oublier de se respecter nous-mêmes. Et nous,
On a pris beaucoup de temps pour faire du yoga, de la méditation, pour vraiment que ça puisse nous aider à clarifier notre esprit, pour que les idées soient plus claires et pour qu'on dise « Ok, je vais aller là-bas, par contre j'ai compris qu'il y a telle étape, donc je commence par telle étape. » Et au moins je ne grille pas ma santé, ce serait dommage. Il y a des gens qui nous ont déjà dit ouais, vous êtes en vacances et tout, de toute façon vous ne travaillez pas là. Oui. Ouais, on a bien eu sûr. quelques remarques comme ça, notamment par rapport à notre campagne de crowdfunding, de gens qui disaient ouais, on va quand même pas payer un tour du monde, une lune de miel pendant un an à ce petit couple là. Et c'est vrai que ça touchait, mais on apprend à justement ne pas se laisser trop impacté par ce genre de remarques, parce qu'on s'est donné les moyens d'y arriver, parce qu'on est convaincu on récolte ce que l'on sème, et donc qu'on le méritait, et que c'est facile de critiquer quand tu es à l'extérieur mais que tu ne fais aucune action pour sortir de ce système, pour t'autoriser à rêver. Il y a toujours des excuses, ouais mais les enfants, ouais mais les trucs. Mais je peux pas parce que j'ai tel boulot, etc. Alors on a vraiment cette liberté en nous, mais on se met des œillères et on s'autorise pas à rêver. Toujours des excuses. Voilà. Donc on a eu ce genre de petites remarques. On apprend à l'accepter et à s'assumer pleinement. À nous comprendre quelle est notre valeur et se dire bon, si on prend du recul sur notre investissement. Oui, on s'est énormément investi, par exemple, durant cette année de voyage pour l'asso. Et on est très content de toutes les actions qu'on a faites. On a rencontré une centaine de projets écologiques. Et dans ces centaines de projets, à chaque fois, on mettait notre petite graine de conscience. Comment on pouvait les aider en termes de communication, comment on pouvait leur apporter une nouvelle idée d'éducation éducative et alternative, par exemple. Cette notion de mise en lien aussi. Et on est content, dernièrement, grâce à nous, il y a la Green School de Bali qui est en train de s'installer à l'île Maurice. Et on a réussi à mettre en lien les bonnes personnes au bon moment. Donc pour nous, ça montre toute notre valeur ajoutée. Donc ça nous challenge pour travailler tout le temps notre estime de nous et notre confiance en nous. Ouais, savoir que peu importe ce que disent les gens autour de nous, si on est à l'aise et on avance. Suffisamment lucide, on continue d'avancer. Je pense qu'il y en aura toujours et on voit ça comme des bons challenges au final, pour voir à quel niveau est-ce qu'on se situe. Et à partir du moment où on entendra vraiment des personnes qui vont critiquer notre travail, mais pour le simple plaisir de critiquer, et que ça va vraiment nous passer au-dessus de notre tête et qu'on va se dire... c'est un peu comme le Dalai Lama dit, si on vous tend un cadeau et que vous ne voulez pas ce cadeau, vous ne le prenez pas. Donc un peu, on veut appliquer cette image aux critiques qui nous seront adressées. Dans tous les cas. Dans tous les cas, ouais. Voilà. On arrive à la fin. On arrive à la fin, déjà, ça s'est vraiment envolé, c'était très agréable. J'aime bien finir mes podcasts en demandant c'est quoi vos 3 clés pour réussir. Mais là on va faire l'inverse, je vais demander c'est quoi vos 3 clés pour ne pas réussir son projet. Les 3 clés pour ne pas réussir, c'est-à-dire les 3 choses à ne pas faire. C'est ça. C'est ça. 3 choses à ne pas faire. Trouver des excuses. Je ne peux pas parce que... C'est une bonne clé pour pas réussir. Ouais, tu vas pas réussir si tu trouves toujours des excuses, c'est pas possible que tu réussisses. Se cacher derrière... Cette notion de ne pas se dire responsable de sa situation. Ouais. C'est pas de ma faute, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Non, pas possible. Voilà, je pense. Donc ça, c'est la première chose. Cette notion d'environnement. S'entourer... Si tu ne t'entoures... d'une manière négative, si tu restes dans l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, qui t'empêche de réaliser tes rêves, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui ont réussi, que ce soit sur le même rêve que tu as ou alors un autre rêve, là tu pourras réussir. Donc vraiment l'environnement... C'est de croire aux échecs
Donc je pense que c'est la troisième chose, de croire que l'échec existe alors que l'échec n'existe pas, mais ce ne sont que des retours que t'offre la vie pour continuer à avancer. Alors si on arrive vraiment à se dire que peu importe ce que je fasse, ce ne sera pas un échec, mais ce sera juste une leçon, une expérience qui va me faire grandir. Là, je crois que le succès arrivera beaucoup plus vite que prévu. Et pour résumer, du coup, première clé, vous le rappelez ou pas? Première clé, ne pas se trouver des excuses. Égal, tu réussis pas. Deuxième clé, rester dans un environnement qui ne t'aide pas à concrétiser tes rêves. Égal, tu ne réussis pas. Troisième clé, croire que l'échec existe. Égal, tu ne réussis pas non plus. Voilà. C'est quoi la suite pour vous et pour votre projet Créatitude? Alors le projet Créatitude continue, donc notre asso va continuer à mettre en avant des projets écologiques que l'on rencontre sur notre passage. Et comme on va continuer de voyager, c'est plutôt en fonction du lieu et du pays où on va, où on aura l'occasion de découvrir de nouveaux projets. Et on va créer des nouveaux outils, notamment pédagogiques, sur certains sujets suite au TEDx. Donc vous en découvrirez bientôt davantage. Et à côté de ça, donc ça va nous prendre moins de temps que notre Créatitude Tour, vu que là c'était un projet à 100% sur Créatitude. Donc on va dire que ça va nous prendre 20 à 30% de notre temps. Et les autres pourcentages? On se lance on suit des formations en ligne autour du coaching pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes et les moins jeunes. On est encore en train de définir le projet, mais sur cette notion de vivre pleinement sa vie et s'engager au service du soi, des autres et de la nature. Donc ça reste encore très très large, mais voilà, c'est ce sera conférences, formations en ligne, cette des notion outils, etc. d'infopreneur. Donc comment est-ce qu'on arrive à accumuler suffisamment d'informations, à les synthétiser, à créer nos propres modèles qui marchent pour s'engager, pour vivre pleinement, et le partager au maximum de personnes autour de nous via différents outils. On veut montrer que il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Si on a réussi, pourquoi pas tout le monde? Et donc comment on met à disposition notre expérience et notre disponibilité, notre écoute pour aider les personnes à eux aussi vivre de leurs rêves tout en respectant la nature. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Oui, partout dans le monde. On est dispo. On est sur Facebook, Manon Bécourt, Frédéric Hardy. Créatitude aussi, on a une adresse contact@créatitude.com. Non, .org. .org, voilà. Et le site internet www.creatitude.org. Donc Créatitude s'écrit CREA2TITUDE. Tout mettre en description. Ouais, cool. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir? Ce que vous voulez? Merci. Merci, et vraiment, vivez de vos rêves, faites-vous plaisir, parce que plus vous vous ferez plaisir, plus vous aurez un impact positif sur le monde. Moi, mon mot, ce serait découvrez-vous. Cherchez ce que vous avez en vous, travaillez sur soi pour mieux travailler sur le monde, ou travailler avec le monde. Ouais. Ouais. Pas mal, franchement. Merci beaucoup. Merci. Merci Ludo. Merci. Bonne continuation. La vraie liberté, le podcast qui parle de vivre sa propre liberté. Rendez-vous tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur Apple Podcast.